Ok. Bonjour à tous, rebonjour à tous peut-être, si vous avez déjà regardé la première partie un peu de cette vidéo, qui sont totalement indépendantes, mais pour moi, disons, je les enchaîne. Du coup, on va enchaîner directement sur dériver en un extrémum, sur un intervalle ouvert, qui est en fait un lemme. Un lemme qui vient dire que f, une application dérivable, une application dérivable sur i, un intervalle quelconque, qui a un extrémum donc en a et qui n'est pas une borne de i, et ben, c'est-à-dire qu'on aura du coup sur i, alors on va avoir quelque chose du type a virgule b, donc intervalle ouvert, et à l'intérieur il y a un extrémum. Comment ça peut s'illustrer? Par exemple, vous avez ici votre intervalle i, et vous avez une fonction qui se balade, enfin bon, hop, et ici vous avez un extrémum qui n'est pas une des bornes. Voilà. La fonction est moche. Essayez de faire plus des courbes si vous faites des fonctions, c'est beaucoup plus beau. Et voilà. Et ici on aurait notre extrémum, et voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Et ben avec ces hypothèses, quelle est donc une application dérivable sur l'intervalle i qui a un extrémum a. Du coup, effectivement l'intervalle on va pas l'extrémum a, ayant un extrême en a, et bien vous allez pouvoir vous dire que f' de a est égal à 0. Voilà. Alors, du coup, ça faut le démontrer, ou sinon, effectivement, on va pas aller bien loin dans notre colle, et ce sera dur d'avoir plus de 10. Voilà. Ça, c'est la vie en prépa, hein. Faut pas croire. Si vous répondez pas à une de ces questions, concrètement, vous pouvez pas avoir plus de 10. Il faut vraiment le prendre comme ça. Donc, on va essayer d'arriver devant le colleur et de savoir répondre à ce genre de questions. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va dire que f est dérivable en tout point de i, ça ce sont nos hypothèses. Donc déjà, on va dire... Oh, purée. Je pense que je vais essayer d'écrire le plus en séparé possible, disons, parce que... sinon, ça va être bien. Donc, on a dit que f est dérivable en tout point de i. Donc, en tout point de i, pour a qui appartient à i, on a que f' de a est égal à f' de g de a qui est égal à f' de d de a. Donc ça on l'a vu dans la première chose qui nous disait ici dans les premières définitions la dérivabilité, tout simplement la limite à droite et à gauche c'est la même du taux d'accroissement. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Attendez, je regarde vite fait quelque chose. Pas super clair non plus. Parce que j'essaie de m'aider évidemment sur plusieurs démos que j'ai de cours, de les comparer avec d'autres démos que je pourrais trouver par exemple sur internet, et d'essayer de trouver laquelle est la plus claire possible, pour essayer d'être moi le plus clair possible dans ce que je peux raconter, et dans moi le fait que je puisse accumuler un maximum de connaissances et de pratique évidemment. Alors bon, on va commencer simplement, on va simplement dire que la limite à gauche de a, ça va être la limite effectivement du taux d'accroissement quand x tend vers a, x inférieur à a, qui fait que f de x moins f de a sur x moins a. Alors là, mon souci, c'est concrètement, x c'est quoi? C'est un peu ça mon souci, ce serait un point de i du coup, j'imagine. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire si a est un max?
où A est un min. Alors qu'est-ce que ça va changer? Alors si A est un maximum, f de A sera plus grand que f de x. Je pense que ce serait un peu pour tout x qui appartient à i en fait. Différent de A peut-être. Ou sinon ça va être chiant. Ouais, je pense que c'est le mieux. Parce que là, typiquement, je le vois nulle part sur mes démos. Mais pour moi, ici, c'est évident. Parce que sinon, ici, vous aurez ce problème de dériver, de diviser par 0. Ici, vous aurez un problème encore une fois, de 0. Ce qui n'est pas tant que ça un problème en réalité. Après, tout dépend. Tout dépend de si on dit que l'application est continue. Et il me semble qu'on dit qu'elle est continue. Donc, on peut la prolonger. Donc, ce serait pas déconnant d'enlever cette chose. Et je viens d'y penser. Parce qu'après, on aura besoin de faire un passage à la limite en inégalité large, pardon. Donc, voilà. Alors, ici, si A est un maximum, on va être supérieur à 0. Inférieur à 0. Et ici aussi. Tout simplement parce que A sera plus grand que X. Plus grand ou égal du coup, vu qu'on vient de le préciser. Si c'est un minimum, bah évidemment ce sera l'inverse. Ok. Donc si c'est plus grand en haut, si c'est plus grand en bas, bah on est plus grand au global. Et vu que ce sera plus grand en bas et plus grand en haut, bon, bah on est plus grand aussi. Donc on est tout le temps supérieur ou égal à 0 en fait. Hein. Pour moi là ça paraît assez clair. Oui, on va se le garder. J'ai un problème. Pourquoi est-ce qu'il me dit que quand A est un minimum, on n'a pas ça? Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait On n'a pas forcément précisé que f était croissante d'ailleurs en vérité. Parce que si f n'est pas croissante, f de x peut très bien être plus petit que f de a, ou plus grand que f de a, indépendamment de leur valeur. Alors si a est un minimum, pour moi ce sera supérieur à 0, sauf que x, peut-être que x est une valeur négative de base, quelque chose comme ça. Non. Après le fait que x tende vers a et que x soit inférieur à a veut dire qu'il y a un problème en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que là dans tous les cas, en faisant une limite à gauche, on dit que x est plus petit que a. Donc dans tous les cas, on est supérieur à 0 en fait. Quelque chose que je comprends pas très bien ici. Bon. Ok. On va regarder ça pour le moment. Un peu dans un coin de la tête. Bon, on va dire ça. Du coup, on a ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ici ce supérieur à 0 et qu'on peut aussi en déduire f de a avec a qui est toujours un maximum tel que limite de x tend vers x supérieur à a, f de x moins f de a sur x moins a, et ici on a a qui est un maximum, donc ici c'est aussi inférieur à 0, ici c'est aussi inférieur à 0, et ça va tendre vers tac 0.
Oh, erreur, les gars, erreur, évidemment, je viens de comprendre. A est l'extrémum que pour f de A. Donc, il n'y a que f de A qui est supérieur, sauf que ici, x, on a dit que A était supérieur, donc effectivement, on aura toujours cette ligne qui est vraie. Donc pour A est un min. Attendez. Ça, c'est forcément toujours vrai. Vous voyez, mais si ici c'est un minimum, ici ce sera comme ça. Et du coup, effectivement, on aura au global ces deux-là. Oh putain, faut... Ok, bon, c'est monté au cerveau. C'est un éclair mathématique. Et ça fait plaisir, vous en aurez des milliers, vous en aurez des dizaines de milliers si vous faites un peu de maths. Et ça fait toujours du bien d'essayer de comprendre un peu mieux tout simplement quelque chose qu'on n'avait pas directement au premier abord. Et surtout le fait que je puisse l'avoir, bah ça va un peu en vidéo, encore plus, me permettre de mieux vous l'expliquer et que vous, si vous l'avez pas eu, et bien vous l'ayez aussi. Tout simplement, c'est un éclair profitable. Alors, du coup, on rétablit le même raisonnement ici. On a quoi? On a x qui est supérieur à a, donc dans tous les cas, dans cette ligne-là, on aura ça, même pour a qui est un minimum en fait. C'est indépendant. Je suis complètement con. Et vu que f de a, en fait, c'est f de a qui va être effectivement la valeur la plus petite, par exemple, si a est un minimum. Parce que c'est le minimum en a, pas a est un minimum. Du coup, il y a des erreurs un petit peu dans les phrases qui ont fait que ça rendait plus difficile cette compréhension-là. Pardon. Donc du coup, voilà. Si a est un minimum, ici f de x va aussi être supérieur à 0. Voilà. Si je me trompe pas, non, et du coup on a un total supérieur à 0 si a est un minimum, et si c'est un maximum, ici on a quelque chose qui diffère, donc on sera inférieur à 0, voilà. Voilà, on aura ça. Donc en fonction, f' de d a sera soit comme ça à 0, soit comme ça à 0. On va essayer de pas trop mélanger peut-être les couleurs pour le coup, pour que vous puissiez comprendre un peu la double démo. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'on fait de ça du coup? On concle. Et d'ailleurs ici c'est par passage à la limite en inégalité. Par passage, par passe, à la lime en inég large. Ok. Du coup on a notre conclusion. 0 faire ou égal prime de G de A, sachant qu'ici on va considérer que c'est un maximum. A max. A max. Vous avez donc voilà, qui est égal à f' de A, qui est égal à f' d de A 0. Ok. Et f' de A égale 0. Ok, parfait. Et maintenant, si on considère que c'est un minimum, ben ça va s'inverser. Ça va s'inverser. Et finalement, la conclusion restera la même. Voilà. Bon, un peu calamiteux, la manière avec laquelle on est arrivé à ce résultat, pardon. Mais on se débrouille et puis on y arrive. Voilà. Pourtant, il n'y a que quelques lignes, vous voyez, mais c'est pas pour autant que c'est bien plus facile. Alors, fonction de classe CK, pardon. Alors, j'avoue que c'est là, je sais même pas trop qu'est-ce que vous voulez qu'on dise. Fonction de classe CK. Je sais pas trop ce qui est attendu sur cette question de cours. Pas que je sache plutôt comment dire. Je sais à peu près ce que ça veut dire quand même, mais bon. Merde, j'ai même pas mon cours pour expliciter ça.
pas si j'avais quelque chose de plus intéressant au niveau de mon cours qui puisse me permettre d'expliquer mieux que ce que j'avais là devant les yeux, qui me paraissait non pas très clair, mais peut-être pas très cohérent avec la question, je ne sais pas. Alors non, ça sera non, ce sera non, tout. Et pas merde. D'ailleurs ici, il y a de la méca, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est de la physique, disons. Donc on va peut-être pas faire de la physique en mathématiques. Ça, c'est des maths encore, mais on n'a pas besoin. Ah bah merde, je trouve pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a à dire? Fonction de classe CK, tout simplement si f appartient à CK, alors ça implique qu'on a laissez-moi réfléchir 2 secondes, des k-1 qui implique c k-1. Donc voilà. Vous allez en 3 petits points, ça va impliquer qu'on a peut-être plutôt d de 1 qui a impliqué qu'on a C0. Voilà. Je pense que c'est le mieux à montrer. Bon. Voilà, qu'est-ce qu'une fonction de classe C? Une fonction de classe C une fonction de classe CK. Je sais même pas. C'est une fonction qui est continue à l'ordre K. C'est-à-dire que la dérivée est continue. Ouais, c'est ça. C'est que dérivée K de f et compte. Et d, ce serait l'ensemble, enfin dk, ce serait l'ensemble. Déjà, ce sont tous les deux des ensembles. Déjà, c'est important. C'est-à-dire que f va appartenir à un ensemble d'applications qui sont, ou leur dérivée k, leur dérivée nème, on dit en l'occurrence, mais ici c'est k, donc ce serait km, mais vous comprenez bien que c'est plus difficile à expliciter, à dire. Donc c'est dérivé km de f et continu. Et non, pareil pour du coup dk, c'est l'ensemble des dérivés nème, km de cette application f qui seront dérivables. Non, c'est le nombre de fois qu'elle peut être dérivée plutôt. Ce serait toutes les dérivées de f jusqu'à k sont dérivables. Voilà. Pas si intéressant que ça, on va dire. Alors 6, pareil, j'ai l'impression que dérivée d'ordre supérieur de classe CK, formule de Leibniz. Bon, je sais pas trop ce qui est attendu ici. C'est-à-dire que on pourrait redémontrer la formule de Leibniz, mais je l'ai déjà faite en vidéo, donc je pense pas que je la referai en vidéo. Mais j'aurais bien aimé peut-être montrer un peu plus de trucs. Bon, la formule de Leibniz, on peut l'écrire quand même. Ça va être f de g, f fois g du coup, dérivée énième, qui va être égale à la somme. C'est un binôme de Newton ici, que vous démontrez par récurrence, voilà. N égale à 0, k, f k,
G, N-K, dk parmi N. dk parmi N. C'est l'inverse. Oh là là. Évitez de faire ça. Parfait. Voilà. Alors ça, c'est peut-être applicable que, effectivement, si f et g sont deux applications de classe C infini, en fait. Du coup, C infini ou voilà, sachant que concrètement, en fait, vous avez cette implication d'abord de type C infini implique D infini moins 1, mais ça s'écrit pas trop. Mais ce serait ça l'idée globale. Ça s'écrit pas, mais c'est l'idée globale. Voilà. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fini pour ces petites questions de cours, en vérité. La formule de Leibniz, la démontrer par récurrent, je pense que c'est ce que je ferai en colle, si on me le demande. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions non plus. Et de toute façon, je vais essayer d'apprendre un maximum de choses sur mon cours, et puis je verrai bien. Et puis si j'ai plus de 10, je serai déjà content. Et ça s'arrêtera là. Enfin bon. Voilà, on a fini pour ces petites questions. Pas mal d'efforts intellectuels pour moi, en tout cas sur la 4. Mais au moins maintenant, elle est à peu près comprise. Effectivement, c'était un tout petit truc, hein. C'est vraiment un truc un peu tout con et qui est, si on y réfléchit tranquillement, très facile. Mais qu'il faut qu'on percute. Et le truc, c'est qu'on nous demande pas mal de choses comme ça à percuter en prépa. Et parfois, ça revient pas tout de suite. Et puis voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est venu. Et puis, je peux pas en être mécontent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis merci à vous d'avoir regardé. Et puis, au revoir. Bisous, bisous.